Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet central en psychiatrie moderne, les antipsychotiques. Ces médicaments ont littéralement changé la donne pour le traitement des troubles psychotiques. Mais comme on va le voir, leur histoire, c'est celle d'une recherche constante d'équilibre entre l'efficacité et les effets secondaires. On va explorer ensemble les deux grandes générations qui ont marqué ce parcours. Alors, pour commencer, de quoi parle-t-on exactement? Un antipsychotique, qu'on appelle aussi un neuroleptique, c'est un médicament qui vise à maîtriser ce qu'on appelle la psychose. Pensez aux hallucinations, aux idées délirantes, des symptômes très forts qu'on retrouve en particulier dans la schizophrénie. Voilà, le décor est planté. L'histoire de ces médicaments s'est vraiment écrite en deux chapitres majeurs. Tout commence dans les années 50. C'est une véritable révolution avec l'arrivée de la chlorpromazine, le tout premier antipsychotique, qu'on qualifiera plus tard de typique. Et puis, il faut attendre près de 40 ans, jusqu'aux années 90, pour voir arriver une nouvelle vague, les atypiques, qui ont été développés justement pour corriger les défauts des premiers. Pour que tout soit bien clair, voilà notre parcours. On va d'abord revenir sur cette fameuse révolution en psychiatrie. Ensuite, on se penchera en détail sur la première génération, puis la deuxième. Et enfin, on verra comment les cliniciens jonglent avec tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la première section. L'arrivée des antipsychotiques, typiques, a été un tournant vraiment majeur. Pour la toute première fois, on avait un outil efficace contre des maladies mentales très sévères. Mais cette avancée, elle a eu un prix. Mais comment ça marchait au juste? En fait, leur mécanisme est assez direct. Ils bloquent de manière très forte un récepteur spécifique dans le cerveau, le récepteur D2 à la dopamine. C'est un peu comme si on baissait d'un coup le volume d'un signal qui était devenu beaucoup trop fort, ce qui permettait d'apaiser les délires et les hallucinations. Et c'est là qu'on touche au nœud du problème, le fameux compromis. D'un côté, une efficacité incroyable sur ce qu'on appelle les symptômes positifs de la psychose. Vraiment, ça changeait des vies. Mais de l'autre côté, la contrepartie était lourde, un risque très élevé de déclencher des effets secondaires neurologiques graves qui affectent les mouvements et parfois de façon irréversible. C'est ce dilemme qui a poussé la recherche à aller plus loin. Et ces effets, qu'on regroupe sous le nom de symptômes extrapyramidaux, ou CEP, ce n'est pas rien. On parle de contractions musculaires très douloureuses, d'une incapacité à rester assis tranquillement, de symptômes qui miment la maladie de Parkinson, ou pire, de mouvements involontaires du visage ou du corps qui peuvent s'installer pour de bon. Le prix à payer était donc pour certains immense. On en arrive donc logiquement à la deuxième génération. Les atypiques sont nés d'une ambition claire, garder le meilleur des premiers, c'est-à-dire l'efficacité, tout en se débarrassant de ces terribles effets sur le plan neurologique. Pour ça, il a fallu repenser complètement l'approche. La grande nouveauté des atypiques, c'est leur mécanisme à double action. Au lieu de frapper uniquement sur la dopamine, ils agissent aussi sur un autre système, celui de la sérotonine. L'idée, c'est que cette action combinée crée un effet plus équilibré, plus subtil et surtout qu'elle permette de diminuer drastiquement les fameux symptômes extrapyramidaux. Pour que ce soit un peu plus concret, on parle de médicaments comme la clozapine, qui est un peu le traitement de la dernière chance pour les cas résistants, mais aussi l'olanzapine, la risperidone ou encore l'aripiprazole, des noms qu'on entend beaucoup plus couramment aujourd'hui. Mais voilà, en médecine, il y a rarement de solution miracle. En résolvant un problème, on en a découvert un autre. C'est le nouveau compromis. Le bon côté, un risque neurologique bien plus faible et une action pas seulement sur les symptômes positifs, mais aussi sur les négatifs, comme le repli sur soi. Le mauvais côté, l'apparition d'un tout nouveau type de risque, le syndrome métabolique. Et le syndrome métabolique, c'est un cocktail assez dangereux pour la santé physique. On parle d'une prise de poids qui peut être très importante, d'un risque bien plus élevé de développer un diabète de type 2 et de voir ses taux de cholestérol et de triglycérides s'envoler. Un vrai problème de santé publique. Il faut noter aussi que même au sein de cette deuxième génération, il y a des cas particuliers. Le plus connu, c'est la clozapine. Son efficacité est souvent spectaculaire, mais elle vient avec un risque, rare mais potentiellement fatal, de faire chuter les globules blancs. C'est pour cette raison qu'elle est réservée à des situations bien précises et qu'elle impose des prises de sang très fréquentes. Tout ça nous amène à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment les médecins naviguent-ils entre ces deux générations, chacune avec son lot d'avantages et d'inconvénients? C'est tout le dilemme de la psychiatrie moderne. Au final, tout se résume à ça. On a un choix fondamental entre deux profils de risque. Soit on prend un typique, avec un risque neurologique élevé mais un risque métabolique faible, soit on prend un atypique, et c'est l'inverse. La décision ne peut donc être que personnalisée, au cas par cas, en fonction de chaque patient. Il faut aussi garder en tête qu'un médicament, ça ne fait pas que son effet dans le cerveau. Ça voyage dans tout le corps. Il est absorbé, transporté, transformé, principalement par le foie, puis finalement éliminé. Et chaque étape de ce voyage peut être influencée.
C'est la raison pour laquelle les interactions médicamenteuses sont si cruciales. Par exemple, l'alcool ou les anxiolytiques peuvent décupler l'effet sédatif. Certains antibiotiques ou médicaments pour le cœur peuvent créer des risques de troubles du rythme cardiaque. Et bien sûr, tout ce qui joue sur le foie peut faire varier la concentration du médicament et donc son efficacité ou sa toxicité. Et pour finir, il y a un risque qui est commun aux 2 générations. C'est rare, heureusement, mais c'est très grave. Le syndrome malin des neuroleptiques. C'est une urgence vitale, une réaction potentiellement mortelle qui peut survenir avec n'importe quel antipsychotique. Ça nous rappelle à quel point ces molécules sont puissantes. La question qui se pose pour l'avenir est donc celle-ci. Est-ce qu'on verra un jour une 3e génération, une génération de médicaments qui arriverait enfin à combiner une très haute efficacité, mais sans avoir à choisir entre un risque pour le corps ou un risque pour le système nerveux? C'est tout l'enjeu. Trouver l'efficacité sans le poids du compromis. Un défi immense pour la psychiatrie de demain.